Schleiermacher. Vous êtes pédiatre oncologue, médecin chercheur au centre CIREDO et vous cumulez beaucoup d'autres rôles au sein de l'Institut Curie. Et nous avons toujours plaisir à vous écouter, à écouter vos explications tant elles permettent de comprendre des choses qui au premier abord peuvent paraître compliquées. Du moins c'est mon cas. Et justement, vous êtes la spécialiste du neuroblastome à l'Institut Curie. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer un petit peu plus ce qu'est le neuroblastome? Bonjour et merci beaucoup pour votre accueil et votre introduction. Pour parler un peu plus en détail de ce que c'est le neuroblastome, il s'agit donc du cancer du jeune enfant le plus fréquent après les leucémies et les tumeurs cérébrales. Il s'agit d'un cancer qui se développe à partir de cellules embryonnaires localisées au niveau des ganglions sympathiques ou dans la glande surrénale. Ceci veut dire que ces tumeurs peuvent être situées soit le long de la colonne vertébrale, au niveau cervical, thoracique, abdominal ou pelvien, ou au niveau des glandes surrénales. Il s'agit d'une tumeur, d'un cancer assez particulier. Tout d'abord parce que ça touche les jeunes enfants avec un pic d'âge aux alentours de 1 an et demi, et d'autre part parce qu'il s'agit d'une pathologie maligne, donc d'un cancer avec une très grande variabilité en ce qui concerne l'évolution clinique. Il existe des formes même métastatiques, donc disséminées, avec la possibilité de régression spontanée sans aucun traitement. Et d'autre part, nous savons qu'il existe aussi les formes de haut risque qui nécessitent un traitement extrêmement lourd, qui combine aujourd'hui des traitements par chimiothérapie haute dose, chirurgie, radiothérapie, traitement d'entretien, y compris immunothérapie. Et pour les formes de haut risque, malgré tous ces traitements, la survie à 5 ans ne dépasse toujours pas 50%. C'est pour ces formes-là qu'il faut que nous faisons encore plus de progrès en termes de traitement. Pouvez-vous nous expliquer le rôle qu'a joué l'association Hubert-Goin Enfance et Cancer dans la prise en charge des enfants et des adolescents atteints de neuroblastome ces 18 dernières années? Il faut dire que l'association Hubert-Goin nous a soutenus depuis 18 ans et que c'est grâce à ce soutien que nous avons vraiment pu faire énormément de progrès, non seulement ici à l'Institut Curie au niveau national, mais aussi au niveau international. Et que plusieurs actions qui ont été soutenues ont permis vraiment de changer la prise en charge des enfants atteints de neuroblastome aujourd'hui. Et ces changements en termes de traitement peuvent peut-être se regrouper en 3 grands axes. Je pense que c'est vraiment unique parce que ces soutiens qui allaient à la fois d'un soutien pour la recherche expérimentale et fondamentale vers la recherche dite translationnelle, donc le pont entre les laboratoires de recherche fondamentale et la clinique, et puis la recherche clinique, ce sont vraiment les différents axes qui ont été soutenus par l'association Hubert-Goin et c'est grâce à cela que nous avons pu faire des différences. Tout d'abord, pour les enfants atteints d'un neuroblastome de bas risque et de risque intermédiaire, puisque pour ces enfants, nous avons pu démontrer au sein du laboratoire qu'il existe en fait des marqueurs biologiques, des biomarqueurs qui permettent d'apporter des éléments pronostiques en plus que les facteurs connus jusqu'à récemment. Et cela permet donc de mieux stratifier le traitement, de prévoir des traitements un peu plus intensifs, un peu plus longs, là où c'est nécessaire, avec donc un peu plus de chimiothérapie, ou d'autre part de proposer un traitement moins lourd pour les enfants avec des profils biologiques favorables. On parle donc d'un profil génomique, de nombre de copies de chromosomes, en faisant la distinction entre nombre de copies en chromosomes entiers versus profil segmentaire. Donc ça, c'est finalement une première étape qui a permis d'adapter au mieux le traitement pour les enfants atteints de neuroblastome de bas risque et de risque intermédiaire. Ces découvertes qui proviennent du laboratoire ici ont été reproduites dans d'autres laboratoires en Europe et également aux États-Unis. Et cette classification en profil génomique, les MICAN amplifiés, profil génomique numérique, profil génomique segmentaire, est utilisée aujourd'hui dans le cadre des stratifications de traitement du grand protocole européen appelé l'INES. Donc c'est un pas vers l'avant pour ces enfants. L'autre découverte
a permis d'améliorer la prise en charge des enfants atteints d'un neuroblastome de haut risque. Il s'agit de la découverte des mutations au niveau du gène ALK. Nous savons aujourd'hui, aussi grâce à des laboratoires effectués ici au laboratoire, que le gène ALK peut être altéré soit suite à des mutations, dans 10 à 15% des enfants, soit suite à des amplifications. Et ces altérations génétiques conduisent à une activation de la protéine au sein des cellules tumorales. C'est une découverte importante puisqu'il existe un médicament ou plusieurs médicaments qui vont pouvoir freiner la protéine activée. Il s'agit d'une thérapeutique ciblée. Plusieurs essais ont été menés aux États-Unis et en Europe pour évaluer les profils de toxicité, la faisabilité de donner ces médicaments aux enfants dont la tumeur neuroblastique porte ces altérations. Et aujourd'hui, nous sommes à l'étape d'après. Nous sommes vraiment au début de la proposition de thérapeutique ciblée pour l'ensemble des enfants avec la mise en évidence d'une altération au niveau du gène ALK dans la tumeur lors du premier traitement s'ils ont un neuroblastome de haut risque, avec l'espoir que cela permettra d'améliorer la survie de ces enfants, dont je vous le disais, la survie n'est que de 50% actuellement. Donc c'est vraiment ce lien entre la découverte fondamentale des altérations génétiques et puis les étapes suivantes de mise en évidence de l'utilité de ces traitements et maintenant les essais au niveau européen qui se profilent suite à ces travaux. Et tout cela n'aurait pas pu être fait sans le soutien de l'association Hubert-Coin. La troisième grande axe porte sur la mise en évidence de l'utilité de suivi au niveau de l'ADN circulant. Nous savons aujourd'hui que les altérations génétiques peuvent être évaluées sur une biopsie tumorale au moment de la prise en charge initiale, mais peuvent se modifier pendant le traitement ou lors d'une rechute. Et il est difficile d'analyser des prélèvements tumoraux successifs. Nous savons aussi, grâce à des travaux soutenus par l'association Hubert-Coin, que nous pouvons étudier ces altérations génétiques dans ce qu'on appelle des biopsies liquidiennes, une simple prise de sang qui permet d'extraire l'ADN circulant et de faire des analyses, des expériences de séquençage pour étudier comment évoluent ces altérations génétiques. Donc ces expériences soutenues également par l'association Hubert-Coin ont été intégrées dans un grand programme de médecine de précision qui porte sur l'identification d'altérations ciblables au moment de la rechute, le grand programme MAPI-ACT, qui est porté par ma collègue Birgit Görger à Gustave Roussy, et nous avons pu faire ces analyses sur l'ADN circulant dans le cadre de ces travaux qui ont été publiés dans la revue Cancer Discovery très récemment. Et tout cela ouvre vers un grand programme que je coordonne ici à l'Institut Curie qui s'appelle MICADO et dont l'objectif est d'appliquer l'étude de l'ADN circulant pour l'ensemble d'enfants atteints de cancer de haut risque. Je vous remercie parce qu'on a parlé sur le site internet et sur les réseaux sociaux justement de MICADO et de MAPI-ACT tout récemment, ces derniers mois. Donc je pense que tout le monde va être ravi de vous avoir entendu là-dessus. Merci.